bonsoir et bienvenue sur TV7 durant 7 heures. Vous verrez comment s'est passé le déconfinement en Nouvelle-Aquitaine et surtout sur le littoral et sur les plages. Ce sera dans l'hebdo vidéo préparé par Sandrine Monsipose. Dans Commentaires libres avec les journalistes de Sud-Ouest, Christophe Lucet et Jefferson Desports, nous parlerons crise économique, nous parlerons aussi des problèmes d'Emmanuel Macron avec certains de ses députés et aussi de l'axe Paris-Berlin qui connaît un nouvel élan au plan européen. Ne pas manquer non plus un entretien avec le président du Césaire. Le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous parlerons avec lui de son action durant le confinement et surtout dans les mois qui viennent. Donc pour son président Dominique Chevillon, il faut désormais oser les réformes en s'appuyant sur les élus de terrain. Son entretien dans un instant. À la une également, ne pas manquer la CGT du CHU de Bordeaux qui demande la réquisition des masques vendus dans les grandes surfaces pour remplacer ce dont est actuellement équipé le personnel soignant à l'hôpital. Démonstration à l'appui, vous comprendrez mieux pourquoi. Mais pour commencer, pas de serviettes sur la plage et donc pas de pique-nique sur la pelouse. À partir de demain, les quais de Bordeaux ne seront plus que dynamiques. Nicolas Florian l'avait annoncé sur TV7 et hier soir. Eh bien, l'arrêté prend donc effet dès ce jeudi à la veille de ce long week-end de l'Ascension. Christophe Chavanneau. C'est une image qui risque de devenir rare, du moins durant un certain temps. Un pique-nique assis à l'ombre des arbres sur les quais de Bordeaux, ce sera dès ce week-end impossible. Une décision prise devant le trop grand nombre de rassemblements sur ces mêmes lieux le week-end précédent. Un risque face au Covid que ne souhaite pas prendre la municipalité. Dès ce week-end, effectivement, les quais vont être réorganisés, non pas fermés, ils l'ont été longtemps, mais réorganisés pour que l'on puisse s'y promener, mais pas que l'on puisse s'y arrêter pour pique-niquer. Je rappelle que notre dispositif de déconfinement, il est progressif et évalué et recalibré en fonction des comportements de la population. Globalement, sur les quais, ça s'est bien passé, notamment les flux de circulation sont plutôt bien respectés. En revanche, derrière nous, sur l'herbe, pas à cet instant, mais le week-end, on va avoir des centaines et des milliers de personnes qui s'installent. Alors, elles ne sont pas plus de 10. Entre elles, pas de problème, mais malgré tout, c'est un attroupement qui n'est pas compatible avec les règles actuelles des gestes barrières. Et puis, on va continuer aussi d'envoyer toute une série de messages pédagogiques par des signaleurs et non pas, en tout cas, c'est pas notre souhait, des verbalisations. On pense que les gens vont comprendre. En pleine semaine, c'est pas très problématique, mais le week-end, surtout avec un week-end de 4 jours qui se profile, Nicolas Florian a souhaité réagir avec cet arrêté pris en accord avec la préfecture. Des Bordelais qui restent tout de même dubitatifs sur cette mesure, même s'ils peuvent comprendre la décision. Pour ceux qui habitent Bordeaux-Centre, en fait, je trouve ça... moi, par ma cas personnel, j'habite dans un 20 mètres carrés. Je suis restée tout le confinement toute seule dans un 20 mètres carrés. Là, m'asseoir avec mes amis, il n'y a pas grand monde. Chacun fait un peu attention. Ça fait du bien et d'aller un peu dehors quand on n'a pas forcément de jardin ou quoi que ce soit. Donc, si tout le monde fait attention et tout le monde respecte, je pense que c'est peut-être quand même une mauvaise idée parce qu'il y en a, ça... Quand il fait beau comme ça coupe un petit peu la bonne humeur, tout simplement. C'est dommage parce que les gens, y a de l'espace, donc je pense que c'est possible sans danger de pique-niquer. Pour l'instant, les masques ne sont pas obligatoires sur les quais qui seront au diapason de ce qui se fait sur le littoral. Un petit mot toujours à Bordeaux concernant cette fois l'ouverture progressive des établissements culturels pour vous signaler qu'à partir de ce lundi 25 mai, les boîtes de retour de toutes les bibliothèques de Bordeaux donc rouvriront et l'emprunt de documents sera à nouveau possible mais uniquement courant juin, a précisé également l'ouverture des bassins de lumière au bassin à flot. Ce sera prévu pour le mercredi 10 juin. Et puis également, c'est plutôt original, le dispositif des crieurs de rue, donc une façon pour des troupes notamment de théâtre de crier dans les rues des messages d'amour par exemple ou autre. Eh bien tout ça, ce sera désormais le samedi. Donc ces crieurs de rue qui ont fait fureur durant le confinement, eh bien cela continue. Et puis donc point de vue culturel toujours, il y a, vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant, l'installation d'un drive ciné place des Quinconces
tous les soirs. Le principe, vous le connaissez, hein. Vous arrivez en voiture, vous vous mettez devant un écran géant et vous regardez un film comme à la belle époque dans les années 60 aux États-Unis. Et bien justement, comment ça se passe? Vous pourrez le découvrir dans l'émission Première séance demain à 18h sur TV7 Extrait. Alors nous sommes au Drive-In Cinéma à Bordeaux. On peut y voir donc dans sa voiture jusqu'à dimanche soir plusieurs films. C'est vous, Mathieu Robinet, qui avez organisé cet événement. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment vous avez eu l'idée? Et comment ça s'est passé? Parce que je crois que ça s'est passé très rapidement. Ouais, on a eu l'idée il y a environ 15 jours. Moi, j'avais envie de me rendre utile et je me disais que j'avais envie de montrer que regarder un film à plusieurs sur grand écran, c'est pas pareil qu'être tout seul chez soi. Tout le monde est chez soi, sur sa tablette, sur Netflix. Et je voulais proposer une autre expérience. Moi, je suis un amoureux du cinéma. Et je crois que le cinéma manque en fait à beaucoup de personnes. Et donc voilà, on s'est motivé avec des gens aux quatre coins de la France, des Bordelais, des non-Bordelais, à travailler sur Zoom, Slack pour organiser ce festival. La mairie et la direction de la culture ont été absolument exceptionnels dans leur soutien. Et voilà, aujourd'hui, on est 40 bénévoles. On propose ce festival pendant 9 jours avec des films qui sont déjà sortis en salle, mais qu'on revisite en fait à l'aune un peu de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Et tous ces films racontent quelque chose finalement de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà pour cet extrait de première séance à ne pas rater. Donc demain à partir de 18h, entre 18h et 20h, donc il sera question de ciné, mais aussi de culture au cœur des campagnes de Nouvelle-Aquitaine. Ce sera avec un nouveau numéro de Champ Libre. Nous vous en parlions hier. La CGT du CHU de Bordeaux demande à l'ARS la réquisition des masques vendus actuellement dans le commerce pour remplacer les masques dont sont équipés les personnels non soignants dans les hôpitaux, notamment au CHU, des masques périmés ou bien faits maison. Explication, vous allez le voir, assez parlante avec cette représentante donc, de la CGT qui nous dit pourquoi elle demande donc la réquisition des masques de commerce. La direction a demandé au personnel du service de stérilisation de fabriquer des masques pour justement éviter d'utiliser des masques réservés au personnel soignant. Ça, on le comprend. Voilà, donc ils ont fait ce type de masque. Hein. Il y a une petite agrafe ici, il y a une lie qui n'est pas vraiment élastique. C'est des masques, moi j'appellerais ça de dépannage. Hein. Ils ne sont pas très confortables. Voilà. S'il y a pénurie, oui, pourquoi pas utiliser ce genre de masque, d'accord. Mais quand dans le même temps on retrouve dans les supermarchés ce genre de masque avec la petite lame métallique, le petit, enfin voilà, avec les élastiques, etc., qui sont très, ils sont très bien. Hein. Là, on ne comprend plus. Voilà. Donc, le ministre de la Santé avait bien dit qu'effectivement, si les supermarchés vendaient des masques, mais que dans le même temps, on en manquait dans les hôpitaux, il ferait ce qu'il faudrait. Et donc, nous, comme on voit que dans les hôpitaux, on a quand même des masques nettement moins bien que dans les supermarchés pour le public, on demande à ce que l'ARS réquisitionne ces masques pour les personnels hospitaliers. Voilà donc pour cette démonstration, je vous le disais, assez parlante concernant les masques dont sont équipés actuellement les personnels non soignants au CHU de Bordeaux. Vous le savez régulièrement dans cette émission, nous faisons le tour de ce qui se passe dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, tout de suite avec Pierre-Emmanuel Charpentier, voyons ce qui s'est passé du côté de la Charente-Maritime. Je suis avec Pierre-Emmanuel Charpentier, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors, la semaine en Charente-Maritime, ça a été bien évidemment le déconfinement, hein, un petit peu comme sur l'ensemble des départements, notamment de littoral. Mais vous souhaitiez parler du Stade Rochelet. C'est pour embêter l'UBB ou quoi, non ? Un petit peu. Le Stade Rochelet, c'est une religion, vous le savez ici, un peu comme l'UBB à Bordeaux. Et effectivement, on continue évidemment de traiter le déconfinement tous les jours et de manière très copieuse, mais on lance une série donc de 3 volets dans le journal de demain
et sur le web évidemment, sur les 10 ans de la première montée en fait, parce qu'il y en a eu 2, en top 14 du Stade Rochelais. Donc on retrace un peu cette saga qui avait consacré la première véritable montée du club maritime dans l'élite du rugby national. C'était une émotion dingue en ville, donc on republie des photos, des témoignages, on retrace donc cette aventure qui est en fait le premier étage de la fusée d'un club qui aujourd'hui s'est vraiment ancré en top 14 et qui a terminé cette saison inaboutie, alors derrière l'UBB cette année, mais qui était... C'est important à rappeler hein, quand même, hein, Pierre. C'est important. Ouais, c'est très important. Oui, c'est très important à rappeler. Donc effectivement, ils étaient derrière, l'UBB a terminé premier, et La Rochelle était dans les qualifiables pour les phases finales, en 5e place. Donc voilà, c'est l'histoire de cette montée il y a 10 ans a permis au club de vraiment s'installer dans le haut niveau. Donc on le raconte. Et le Stade Rochelais est maintenant effectivement un club qui compte bien évidemment dans le top 14. Parlons maintenant aussi de ce que tout le monde attend, hein, la réouverture des restaurants. Là, vous aussi, vous travaillez là-dessus. Exactement, donc on est nombreux à en parler. En Charente-Maritime, on le sait, hein, comme la Gironde, c'est un département extrêmement touristique, dont l'immense majorité des recettes viennent de ces activités-là. Donc l'inquiétude est très grande, hein, en bord de plage, dans les centres-villes de Royan, La Rochelle, etc. Donc on a trouvé un exemple très intéressant d'une société qui est déjà basée sur l'île de Ré et qui a de belles cabanes à huîtres, qui en crée une en ce moment, qui est en train de finaliser les travaux dans la banlieue de La Rochelle, juste en face de l'île de Ré, donc qui ouvre un établissement. Donc c'est un signe fort quand même de gens qui continuent à investir malgré les difficultés, et donc ils vont ouvrir quand on leur permettra d'ouvrir. Et puis on s'intéresse aussi aux fournisseurs des restaurants et aussi aux restaurateurs sur comment vont-ils, dans le rush qui s'annonce, se réapprovisionner très vite en nourriture, en bouteilles d'eau minérale, etc., etc. Donc on fait une enquête auprès des grands magasins comme Métro, Promo Cash, et puis plusieurs autres restos qui nous racontent un petit peu leurs craintes et leurs espoirs. En parlant de restaurant, là, j'essaie de m'imaginer en même temps le menu parfait que je vais commander lorsque je vais retourner au restaurant. Et c'est vrai qu'une petite côte de bœuf, enfin bon, je dis ça, je dis rien. Une belle histoire aussi concernant la situation, le Covid-19. Ça peut permettre à des entreprises de s'en sortir. Exactement. Enfin, c'est pas lié au Covid, le fait de s'en sortir, mais on a effectivement une belle histoire sur une société qui s'appelle la CEMAT à La Rochelle, qui est une société qui est implantée depuis les années 60 et qui conçoit et assemble des laveuses de chaussées, enfin tous ces camions qui nettoient nos villes et qui vendent depuis 40-50 ans ces camions dans toute la France. Et là, ils ont eu le bonheur d'avoir une commande assez colossale, hein, de la ville de Paris sur 52 laveuses de chaussées. C'est pas anodin, c'est 120 000 euros le camion. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était une boîte qui avait quelques difficultés sociales parce que la croissance était telle que les salariés ne travaillaient plus dans des conditions décentes, en tout cas selon eux. Et le patron, le directeur général, a annoncé ce matin que l'entreprise, pareil, hein, en dépit de la crise, allait investir 10 millions d'euros dans la construction de nouveaux bâtiments, dans la restructuration du site qui est en plein centre-ville de La Rochelle. Hein. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'économie locale et puis pour les salariés de cette boîte qui avait agité beaucoup, dont le climat social avait été pas mal agité ces dernières années. Voilà, on va terminer sur cette bonne nouvelle économique, hein, parce que depuis plusieurs semaines, les bonnes nouvelles économiques, il faut quand même un petit peu les chercher. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Charpentier. De rien, Bastien, à bientôt. Voilà pour la semaine en Charente-Maritime. Voyons maintenant ce qui s'est passé en Dordogne avec Anne-Marie Siméon. Rentrée des 6e et des 5e dans les 38 collèges du département, mais aussi des écoliers à Périgueux et dans l'agglomération périgourdine,
cette semaine, une étape supplémentaire du déconfinement a été franchie. La reprise se ressent de plus en plus en ville et sur les routes où le trafic augmente de jour en jour. Pour les collectivités locales, l'heure est bien à l'accompagnement, voire à l'accélération de cette reprise qu'elles ont dû anticiper tout en gérant la crise du confinement. C'est ainsi que l'agglomération périgourdine a élaboré un plan d'urgence économique qui vient en complément des aides de l'État et de la région à destination des entreprises. Le Grand Périgueux a créé un fonds de 300 000 euros, porté à 500 000 euros grâce à la contribution de chacune des 43 communes de l'agglo. L'agglo s'engage aussi à relancer les grands chantiers de son programme et à passer des commandes de marché public pour réaliser des travaux de moindre envergure, des travaux d'entretien, d'assainissement, des petits aménagements urbains. Une démarche identique a été lancée par le département cette semaine. Si le conseil départemental n'a plus la compétence économique, il reste en revanche un donneur d'ordre important. Il prévoit ainsi d'engager rapidement 150 millions d'euros de dépenses. Là encore, il s'agit de mener de grands chantiers tels la réalisation à Périgueux de la maison de l'habitat ou la reprise du déploiement de la fibre optique, mais aussi d'engager des opérations nouvelles. Au moins 10 millions d'euros qui n'étaient pas prévus à son budget primitif devraient ainsi être débloqués. L'autre grand défi pour les collectivités locales de Dordogne en cette saison consiste bien sûr à relancer l'activité touristique, un volet primordial de l'économie départementale. L'objectif, cette fois-ci, est de séduire la clientèle régionale dans un premier temps, la clientèle française plus largement, pour la convaincre de venir séjourner afin de découvrir les joyaux du Périgord. Passons maintenant à l'entretien pour tenter de trouver et d'envisager des pistes pour demain, après donc cette période de Covid-19. Eh bien, cette fois, c'est le président du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Aquitaine, qui va nous donner quelques pistes de réflexion. Dominique Chevillon, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder avec vous les pistes pour demain, revenons un petit peu sur l'action du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine, durant cette période de confinement. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a commencé à déclencher, nous l'avons constaté, une crise sanitaire qui est sans précédent. Elle va se doubler d'une crise sociale et économique. Elle est inconnue pour la plupart d'entre nous. Depuis 3 générations, je crois, de Français, on n'a pas connu cette situation. Et dans ce contexte qui est un contexte très contraint, sans déplacement, sans rassemblement, sans réunion, le CESER, qui est l'Assemblée socio-professionnelle de Nouvelle-Aquitaine, qui travaille en relation avec le Conseil régional et qui notamment rend ses avis sur les délibérations qui sont ensuite votées par le Conseil régional, est aux affaires. Il n'a d'ailleurs jamais cessé d'être aux affaires dans la mesure où, dès que nous avons appris que le confinement était sine-die, nous avons pris des mesures de travaux à distance et donc nous sommes tous les jours en conférence téléphonique, en visioconférence. Et je dois dire que ça marche assez bien et j'en suis extrêmement satisfait parce que professionnellement, je l'avais déjà beaucoup utilisé dans les années précédentes. Donc c'est quelque chose qui est bien et donc les commissions, le bureau, l'assemblée plénière votent et nous avons commencé à le faire avec les délibérations qui étaient rendues, les mesures d'urgence sur lesquelles je vais revenir du Conseil régional lors de la session d'avril. Nous allons le faire dans quelques jours pour la session de mai et nous la ferons également pour la session de juin. Parlons donc justement de ces actions. Oui, allez-y. Pour rappeler simplement que les socioprofessionnels, pour 75% de l'effectif de 180 conseillers, sont aussi dans le cadre de leur métier, puisque nous sommes tous des opérationnels. Il n'y a maintenant que 25% de retraités dans le CESER ou de jeunes retraités. Donc nous sommes légitimement, je dirais, dans nos affaires également personnelles. Oui, parce que ça doit être une période absolument passionnante lorsqu'on est effectivement représentatif, de vivre au moment comme celui-là et de regarder de près l'action politique et faire aussi des propositions. Parlez-nous un petit peu des actions à moyen terme, hein, votre rôle maintenant au CESER lorsqu'il est question effectivement maintenant de sortir de cette crise et notamment avec les grandes questions économiques et sociales que vous avez évoquées. Si vous voulez, les mesures d'urgence ont été votées par les pouvoirs publics. Nous y avons participé. Dans les mesures d'urgence, il y a quand même des mesures d'ordre sanitaire qu'il fallait prendre parce que nous avons eu un manque cruel et qu'il faut quand même constater et toujours rappeler
de matériel et d'outils pour les soignants. Donc nous avons voté les mesures d'urgence. Elles concernent des équipements, des appels aux entreprises pour des fonds supplémentaires, des revalorisations également, je le souligne, d'indemnisation pour les étudiants, qu'ils soient aides-soignants, infirmiers et médecins. Et puis nous avons veillé dans les mesures d'urgence à garantir l'accès aux soins des populations atteintes de maladies chroniques. Bon, voilà, sur ces mesures d'urgence, je n'en dirai pas beaucoup plus, ce sont des mesures de bon sens. Je crois que la région a été efficace. Les pouvoirs publics, globalement, l'ont été. En tout cas, nous les avons accompagnés. Sur les mesures qui sont des mesures, je dirais, plus à moyen terme, il faut déjà quand même parler des mesures de soutien aux populations fragiles. Nous allons avoir une situation économique qui, bien sûr, a été très perturbée, mais elle perturbe très inégalement, même si tous sont touchés. Elle perturbe très inégalement selon les secteurs. Je voudrais quand même mettre en exergue, indépendamment de l'économique, l'aspect social qui va concerner, vous savez, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 14,80% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est entre 855 € et 1 000 €, ça dépend comment on compte par personne. Toute cette population extrêmement fragile sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan je dirais, des besoins matériels, va souffrir considérablement. Nous sommes, et nous étions avant cette crise, déjà sur une autosaisine concernant ces personnes extrêmement, je dirais, défavorisées. La situation va s'aggraver et nous allons accompagner ce mouvement d'une façon extrêmement forte. Sur les dispositifs, je dois dire aussi que les dispositions de gestion de crise, nous avons écrit d'ailleurs à la préfète de région, Madame Fabienne Bussiot, pour lui dire qu'il paraîtrait de bonne gestion de créer un observatoire régional sur la crise Covid-19 et ses impacts. Alors, pas un observatoire pour mesurer des choses, etc., mais surtout constituer, bien sûr, des pouvoirs publics, mais également des socioprofessionnels, l'ensemble des secteurs socioprofessionnels, pour véritablement mesurer correctement les incidences et pour promouvoir, je dirais, des solutions très opérationnelles. Je fais une digression. Vous savez, nous ne sommes pas les rois en France de la mise en œuvre opérationnelle. Nous sommes des gens d'idées, nous sommes des gens qui développent des théories extrêmement intellectuelles, etc. Par contre, quand il s'agit d'être très opérationnel et de faire de la mise en œuvre sur le terrain, c'est assez rarement le cas. J'insiste beaucoup sur le fait que les assemblées socioprofessionnelles comme la nôtre sont extrêmement pragmatiques, elles sont près du terrain et elles doivent sourcer, elles doivent, je dirais, participer, je dirais, à faire les décisions qui vont gouverner notre devenir. Dans le moyen terme encore, il y a évidemment l'aide de second temps qui devra être faite à des secteurs qui ont été affectés, qui vont l'être durablement. Là encore, ces secteurs, il faut les déterminer avec clarté. Et j'attire l'attention sur le fait que les aides assez généralement vont vers les entreprises, les associations ou les acteurs économiques qui sont parmi les plus puissants. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons besoin, pour irriguer nos territoires, pour être efficaces auprès des populations, que ce soit les TPE, que ce soit les entreprises locales, que ce soit les associations locales qui souffriront le plus, eh bien, qui soient véritablement prises en considération dans ces situations. Vous savez, quand moi j'étais patron d'un très grand groupe pendant un certain nombre d'années, les grands groupes ont des réserves, même si elles ont des marchés qui peuvent être extrêmement difficiles, comme celui de l'aéronautique actuellement et des voyages, etc. Mais elles ont aussi des capacités, je dirais, de mouvement, pour certaines, en tout cas la plupart, et financières qui sont tout. Par ailleurs, elles seront aidées. Donc, nous plaidons pour, je dirais, irriguer le territoire d'aides qui soient des aides véritablement qui servent les acteurs locaux et avec incidence sur les consommateurs et les populations locales. Concrètement, on a quand même vu que pendant cette
épisode de Covid-19, notamment pendant le confinement et les décisions que le gouvernement a dû prendre, le terrain, les élus locaux, les élus de proximité sont redevenus un petit peu les interlocuteurs privilégiés. Est-ce que, j'imagine, vous souhaiteriez que cela perdure après, effectivement, la période de confinement et de déconfinement qu'on vit maintenant ? Alors, si vous voulez, moi, je n'ai pas pour habitude de faire de grandes considérations. Je crois qu'il faut tirer un bilan très exact des causes, des effets de la situation, de leur amplification par certains manques, certaines faillites. Il y a des faillites il y a vraiment, pour parler simplement, des trous dans la raquette, dans l'organisation, et surtout dans la mise en œuvre opérationnelle, notamment au niveau des grands services de l'État, et je pense à la santé. L'histoire des masques est absolument dramatique, dans le sens où elle a aussi altéré un peu plus la confiance, je dirais. Et il y a aussi une prise de conscience absolue qui doit être faite, mais qui est un peu en train d'être faite, mais on va l'oublier si on y prend garde très rapidement, c'est que ceux qui nous ont servi au quotidien, c'est-à-dire les soignants, les infirmières, les aides-soignants, les transporteurs, les chauffeurs des autobus, les caissières, etc., dont on parle alors qu'on n'en parlait jamais, doivent voir une situation valorisée. Leur rôle dans la société est infiniment important et on l'a vérifié ces derniers temps. Malheureusement, leurs rémunérations sont extrêmement éloignées, sont inversement proportionnelles de leur rôle dans la société. Je dis un petit mot au passage sur nos élites qui, dans des cabinets très hauts, élevés, théorisent des disparitions des intermédiaires, qu'ils ont besoin des intermédiaires et que les collectivités territoriales, plus que jamais, doivent jouer un rôle près des populations. Elles connaissent les populations, elles connaissent leur géographie, elles connaissent la morphologie des différents secteurs d'activités économiques, elles connaissent la situation sociale, elles sont aux affaires, les communes avec les CCAS, etc. Et donc, il faut retrouver le chemin ici d'un travail qui fait l'objet de réflexion et de propositions d'action qui partent du terrain. Stop aux descendants, stop à ce qui tombe de certains cabinets. Et je crois que nous avons tous conscience aujourd'hui qu'un homme seul ou des hommes seuls ou des femmes seules ne peuvent pas réussir dans une société qui est d'une très grande complexité. Nous sommes bien placés pour le savoir. Le Conseil économique, social et environnemental est le reflet de cette société avec ses sophistications et ses complexités. Mais en tout cas, il y a une règle de fond, c'est que ceux qui sont près du terrain sont capables, je dirais, d'avoir le bon geste, de déterminer les bonnes actions. Et ensuite, une fois que ces choses-là sont vérifiées, elles sont actées, elles peuvent faire l'objet de politiques, mais pas l'inverse. Merci beaucoup Dominique Chevillon, on l'a bien compris, c'est aussi un moment d'intense réflexion qui va s'ouvrir avec les membres du Césaire pour préparer ce monde de demain dont on parle tant et sur lequel nous aurons certainement l'occasion de revenir ensemble, parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses à dire. Allez-y, oui. Je vais peut-être vous dire que c'est une fantastique opportunité. Malheureusement, il y a des gens qui vont rester sur le bord de la route. Il faut veiller à ce que ces gens ne restent pas sur le bord de la route, mais c'est une formidable opportunité pour revoir comment notre société doit évoluer. Nous avons des échecs qui sont constatés, notamment qu'il y ait 15% d'une population en dessous du seuil de pauvreté, avec des fractures sociales qui sont absolument effroyables et qui ne peuvent, je dirais, laisser pérenniser une société de démocratie républicaine qui doit permettre à chacun d'entre nous d'avoir une qualité de vie, un accès aux études, un accès à un mieux, et cela doit nous agiter a fortiori plus encore dans ce grand bouleversement, et donc c'est l'heure, vivement demain, pour que nous prenions des bonnes décisions à moyen et long terme. Merci. Merci beaucoup Dominique Chevillon.
Allez, avant de retrouver l'équipe de commentaires libres, deux infos pour vous signaler qu'on pouvait s'y attendre. La consommation, la pêche de tous les coquillages du bassin d'Arcachon, donc y compris les huîtres, sont interdites à partir d'aujourd'hui en raison de mauvais résultats sanitaires. Donc, pas d'huîtres consommables du bassin d'Arcachon à partir de maintenant. Et puis, une petite info concernant aussi le zoo de Pessac. Souvenez-vous, Louise Clément nous y avait amené il y a quelques semaines de cela. Eh bien, le zoo de Pessac peut rouvrir à partir de ce 21 mai, avec bien évidemment la mise en place de gestes barrières et de circulation spécifiques dans le zoo pour éviter le croisement des personnes qui viendront donc se promener au zoo de Pessac, personnes qui devront être obligatoirement équipées de masques. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, ce commentaire libre, l'info avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Bonne soirée, bon week-end.